Donc j'ai la chance de parler le troisième, c'est super parce que Jean-Pierre et Alain vous ont raconté plein de choses sur l'univers, donc aussi bien sur l'histoire des modèles cosmologiques que sur ce qu'on sait sur notre modèle, donc ça va me permettre finalement de prendre du recul. Et en fait, je fais de la cosmologie, mais comme vous l'avez dit, je suis surtout physicien théoricien, et quand on fait de la physique, une des choses qu'on oublie finalement d'apprendre quand on est à l'école, c'est pourquoi ces lois-là, pourquoi pas d'autres lois, comment on sait que ces lois marchent. Moi, je me rappelle quand j'ai été étudiant en classe prépa, on apprenait l'électromagnétisme, on apprenait les lois de Maxwell. Et un jour, je me suis dit, mais comment il a fait Maxwell pour écrire ces lois ? Et ça, c'était quelque chose, je pense, qui est très important. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, quand on fait de la science, il faut savoir pourquoi on formule des lois sous une forme, pourquoi on utilise certaines mathématiques. Et comme vous l'avez vu dans l'exposé de Jean-Pierre, l'évolution de nos représentations de l'univers dépendent énormément de l'évolution de notre compréhension des mathématiques. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a inventé une nouvelle géométrie, qu'on a inventé des nouveaux outils mathématiques, ça nous a donné une prise d'autant meilleure sur la nature qui nous entoure. Alors je pourrais parler très longuement du rôle entre les mathématiques et la science, mais là on va revenir à la cosmologie, et donc j'avais mis comme titre les limites de notre modèle cosmologique. J'ai rajouté idée noire. La raison pour laquelle j'ai rajouté idée noire, c'est que j'ai rédigé ces transparents il y a 3 semaines, et puis donc j'étais d'humeur idée noire. Et je me suis rappelé finalement qu'en tant que scientifique qui travaille en plus pour la fonction publique, donc pour vous, pour amener des connaissances pour l'humanité indépendamment de vos croyances, de vos religions, de vos philosophies, parce que c'est ça que j'essaye de faire et que mes collègues font. Quand Alain fait ses mesures, il n'a pas d'agenda dans sa tête, il n'est pas en train d'essayer de prouver quelque chose, il mesure quelque chose. Et je me suis rappelé que finalement, la science, c'est la plus belle entreprise de l'esprit rationnel. Et que ça va nous dire des choses, peut-être sur la métaphysique. Jean-Pierre nous a montré ce lien entre nos croyances et nos représentations, comment en fait cette barrière a bougé. Mais quand Alain mesure quelque chose avec une certaine précision, si ce n'est pas en accord avec ce que vous rêvez ou avec vos croyances, c'est bien tant pis. C'est-à-dire que la science pose des contraintes passives sur tout type de représentation métaphysique et philosophique. Et je pense que ça, il faut qu'on le réaffirme, surtout après les événements du mois dernier. Donc ça m'amène à distinguer deux choses, la cosmologie et la cosmologie. Alors à l'oral, c'est un peu difficile, c'est pour ça que je les ai écrits, la cosmologie avec un petit c et la cosmologie avec un grand C. La distinction, c'est la cosmologie avec un petit c, finalement c'est ce dont Alain vous a parlé. C'est ce qu'on peut observer avec l'astrophysique. On va mesurer des objets, on va comparer quelque chose à l'expérience, à l'observation. La cosmologie avec un grand C, c'est un peu ce qui vous a été présenté par Jean-Pierre, c'est tous ces penseurs qui ont essayé de penser l'univers dans sa globalité. Alors ce que l'on sait de la cosmologie, avec un petit c, pose bien sûr des contraintes sur les modèles cosmologiques avec un grand C de l'univers dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a fait des représentations de l'univers dans sa globalité, puis on s'est rendu compte que quelques expériences ou observations locales nous ont montré que ces représentations globales n'étaient pas bonnes. Maintenant, à l'inverse, et Alain l'a mentionné à la fin de son séminaire, il est clair que, étant donné ce que l'on connaît de cette petite partie de l'univers qui nous entoure, on peut faire différents types d'extrapolations. Et je pense qu'il faut bien faire la différence, parce que si on vous amène des résultats de cosmologie avec un petit c, alors ça c'est des choses qui sont en général solides, c'est des observations, des mesures, comme Alain l'a dit, il y a des barres d'erreur, il peut y avoir des biais, on peut revenir en arrière, ça c'est l'histoire des technologies qui va nous permettre d'affiner cette connaissance-là. Quant à la cosmologie, il y a toujours un moment où on va avoir un a priori métaphysique. Donc il faut bien faire attention que quand on affirme, on est dans la spéculation, qui peut être plus ou moins probable, mais le prendre avec certaines pincettes. Et il est clair qu'un des problèmes actuellement dans notre discipline, et un certain nombre de ces spécificités que je vais rappeler tout à l'heure, sont aussi vraies avec d'autres théories, comme la théorie de l'évolution par exemple, et on se rend compte que là il y a une grande confusion au niveau de la méthodologie scientifique, en particulier dans la façon dont on en parle dans beaucoup de journaux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avant de parler de cosmologie, je vais vous parler de qu'est-ce que ça veut dire modéliser le cosmos. On a utilisé le mot de modèle cosmologique de nombreuses fois, et je crois que là-dedans, le mot important pour moi, c'est modèle. Parce que modèle, qu'on fasse de la cosmologie ou de la physique, c'est quelque chose auquel, ou même n'importe quoi, ça pourrait être de la biologie, c'est le principe central pour faire de la science. Alors c'est un concept central dans la démarche scientifique. Pourquoi ? Parce que le modèle, en fait, c'est une sorte d'idéalisation d'un phénomène de la nature, d'un système, et on va essayer de le représenter d'une façon qui est suffisamment simple pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir en dire des choses, mais finalement suffisamment riche pour être pertinente, pour ne pas être trop réductrice. Donc les modèles trop simplistes ne nous intéressent pas, les modèles trop compliqués, vous ne pouvez pas les manipuler. Donc il y a cet art de trouver le bon modèle, le modèle qui va être suffisamment simple pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir poser des questions pertinentes sur votre système physique, et surtout, ce bon modèle, c'est un domaine qui vient avec un domaine de validité. C'est-à-dire,
une zone dans laquelle on sait que si on utilise cette représentation de notre système physique, eh bien on va arriver à des bonnes prédictions, à des bonnes mesures avec une certaine précision. Et ça veut dire que une des choses importantes en science, c'est pas simplement de construire des explications, mais c'est de tester à quel point ces explications sont des bonnes explications, c'est-à-dire d'avoir une idée de leur domaine de validité. Dans quel régime est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel ou tel droit de nature? Et ça, c'est important. Si vous voulez décrire une pièce qui tombe ici dans cette salle, vous n'avez pas besoin de la relativité générale. Vous pouvez vous satisfaire de la chute des corps de Galilée ou de la théorie de Newton. Et à chaque fois, dans chaque régime, vous allez savoir quelle théorie utiliser. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un aspect pratique. Maintenant, les implications en termes des représentations de l'espace et du temps ou de certains concepts métaphysiques sont très différents d'une théorie à l'autre. Alors, ça veut aussi dire que ces modèles, ce sont des constructions limitées. D'accord ? Elles vont faire des présupposés sur leur structure, sur leurs mathématiques, sur les objets qu'ils considèrent, ce qu'on appelle l'ontologie. Si vous faites de la physique nucléaire, vous supposez qu'il y a des objets qui s'appellent les neutrons et les protons. Si vous faites de la biologie, il y a des cellules. Si vous faites de la physique atomique, eh bien, il y a des atomes. Ça veut dire que quand vous êtes dans une discipline donnée, ces objets-là sont pris comme objets fondamentaux et sont la base de votre construction. Alors on peut se poser pourquoi est-ce que c'est l'objet fondamental que je dois considérer, comment l'expliquer? Et bien ça, vous allez à la marge de ce que votre modèle, votre théorie peut expliquer. Et bien sûr, en général, c'est ce que Steven Weinberg appelait le syndrome du collègue de la porte d'à côté. C'est-à-dire que si vous êtes un physicien atomicien et vous dites c'est quoi un atome, vous allez taper sur la porte du physicien nucléaire qui vous dit l'atome, vous savez, c'est fait de neutrons et de protons. Et bien si vous savez c'est quoi le neutron et le proton, vous allez taper sur la porte du physicien fondamental ou physicien des particules, il va dire ah vous savez le neutron c'est fait de quarks comme ci et de quarks comme ça, et puis vous vous dites c'est quoi le quark, et il y a toujours un moment finalement où vous allez arriver à une limite explicative. D'accord, vous avez le CERN à côté, on a aujourd'hui un modèle standard de la physique des particules, et si vous dites mais pourquoi est-ce que vous décrivez les électrons par tel type de structure mathématique ou les quarks par tel type de structure, eh bien vous n'avez pas de réponse. Et il se trouve que les deux disciplines qui sont en prise avec cette limite explicative, qui n'ont pas de collègues à côté pour leur donner une réponse à leurs questions ontologiques sur les objets qu'ils utilisent, c'est la physique fondamentale et c'est la cosmologie. Pourquoi l'origine de l'espace, l'origine du temps et l'origine de la matière. Ça veut aussi dire que beaucoup de questions, dans ce cadre de ce modèle, on ne peut pas y répondre. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose pour un modèle. Les modèles qui expliquent tout, les explications du monde qui répondent à toutes les questions, vous pouvez dire qu'il y a un problème, puisqu'elles sont trop complètes, elles ne permettent pas d'avoir cette richesse de continuer le questionnement. Et alors, j'ai noté le nom de Jonas Kohn, un philosophe sur lequel je suis tombé un jour, j'ai trouvé extraordinaire. Il a écrit une histoire de l'infini, et il a ce petit passage où il explique le mot comprendre. Alors, c'est en allemand, mais en fait, ça tombe bien, ça se traduit très bien en français. Il dit, mais vous savez, le mot comprendre, dedans il y a le mot prendre, on peut dire saisir. Et il dit en fait, quand on comprend quelque chose, c'est qu'on est capable d'en déterminer les limites. Ce que votre main voit, c'est les limites de l'objet que vous cherchez à comprendre. Mais vous pouvez toujours vous demander pourquoi ces limites, pourquoi ces structures. Et il dit, il y a une pression du pourquoi, de questionnement, qui lui semble infinie, sur la finitude de ce qu'on est capable d'expliquer. Et c'est cette pression, finalement, qui est le moteur de la recherche ou le moteur d'autres croyances. La façon dont on va décrire le réel autour de nous à partir de différents types physiques, et je pourrais vous parler, mais je ne vais pas avoir le temps, de la structure hiérarchique des théories de la nature, c'est quelque chose qui est très puissant et surtout qui devrait nous faire ouvrir les yeux. Finalement, il est assez surprenant que le monde soit compréhensible. On a expliqué beaucoup de choses sur l'univers, sur la nature de la matière. Si vous posez la question, pourquoi l'univers est-il compréhensible? Eh bien, vous allez voir que ça vous pose de grands problèmes et surtout que ça vous dit quelque chose. Les lois de l'univers ne peuvent pas être n'importe comment. Imaginez que les lois n'aient pas des séparations d'échelle, par exemple, que pour faire de la chimie, vous soyez obligé de comprendre la physique nucléaire. Eh bien, historiquement, vous n'auriez pas pu commencer par faire de la chimie et monter en énergie. Donc, les lois de la nature ont une certaine structure modulaire. Et elle se trouve que, et observationnellement, c'est comme ça, et on n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi. Et vous verrez à la fin de mon exposé, je vais vous montrer que notre modèle cosmologique, bien qu'il explique beaucoup de choses, nous laisse avec deux questions très très embarrassantes, au moins pour moi. Alors, qu'est-ce qu'un modèle cosmologique? Finalement, faire un modèle cosmologique, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder autour. Jean-Pierre nous l'a beaucoup parlé, Alain aussi. On peut regarder avec ses yeux, on va voir le soleil, la lune, on va voir plein de choses. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de se rendre compte qu'on a toujours regardé le ciel. Donc ça, c'est un os gravé
qui a été découvert à l'Abbey-Blanchard il y a 34 000 ans. Les archéologues nous disent que ces petits dessins représentent les phases de la Lune pendant environ 2 mois et demi d'observation. Et vous dites, à partir du moment où on lève les yeux, à une époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, la seule chose que vous aviez à faire, c'était regarder le ciel et raconter des histoires, eh bien, notre connexion au ciel était très très forte, et tous nos mythes, le fait que les noms des constellations soient liés à des mythes de la civilisation grecque, dans notre cas, nous montre que cette connexion est très forte. Et aujourd'hui, on se rend compte, quand on va dans des écoles, par exemple, que les enfants connaissent énormément de choses. Sauf qu'ils les ont vues sur Internet, ils n'ont pas levé les yeux, ils sont dans des villes où la pollution lumineuse leur ont fait perdre leur connexion au ciel. Et je pense que si vous êtes si nombreux et si toutes les conférences d'astrophysique ont autant de succès, c'est parce que cette connexion au ciel, elle est là en nous depuis finalement les époques millénaires. Alors une fois que vous avez fait ces observations, eh bien, il va falloir faire une représentation de notre univers. Et ça va dépendre de 2 choses. Ce que vous êtes capable d'observer, donc qui dépend finalement de la technologie que vous êtes capable de mettre en place. Alain nous a montré l'exemple de l'évolution des technologies sur la représentation de notre univers actuel. Et puis ce que l'on peut concevoir, parce que vous allez devoir dire finalement qu'est-ce que c'est que cet univers, comment est-ce que vous le manipulez. Et pour ça, il y a 2 disciplines qui sont très importantes, c'est la philosophie et les mathématiques. Parce que c'est ça qui nous donne nos outils, nos façons de penser. Alors une chose qui est très importante, c'est qu'on fait ce modèle, et il faut bien se rendre compte que ce modèle est une description de l'objet que l'on va étudier, ce n'est pas l'objet lui-même. Et ça, c'est important, donc ne pas comprendre la description de l'objet et l'objet. Donc par exemple, Alain parlait du Big Bang tout à l'heure. Le Big Bang, c'est quelque chose qui arrive dans une représentation de l'univers. Je ne peux pas vous dire s'il y a un Big Bang ou s'il n'y a pas de Big Bang, mais dans la meilleure représentation de l'univers que nous ayons, le modèle cosmologique standard, il y a un événement que je peux qualifier comme Big Bang. Et ça, c'est un comportement limite que je trouve dans le modèle. Alors bon, le modèle du Big Bang, juste pour rappeler que c'est quelque chose qui a un nom qui a été... Donc on peut dater exactement le jour où il a été prononcé pour la première fois dans une émission de la BBC sur les modèles de l'univers. Et surtout, de se dire que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Il n'y a personne qui ne connaît pas le mot Big Bang, mais en fait, si on demandait à plusieurs physiciens, c'est quoi pour vous le modèle du Big Bang, on aurait des surprises, parce qu'en fait, ce modèle a énormément évolué au cours de l'histoire. Jean-Pierre a parlé des modèles de cosmologie relativiste. Dans les premières années, c'était un exercice de géométrie. Puis ensuite, on a commencé à mettre de la physique nucléaire, à comprendre ce que Alain a raconté à propos du découplage, du comportement de la matière dans un espace en expansion alors qu'il était dense. Et aujourd'hui, il y en a d'autres visions, en particulier liées à l'étude de l'univers primordial et de ce fameux problème de la constante cosmologique dont je vais parler tout à l'heure. Donc ce modèle-là a énormément évolué. Il ne faudrait pas parler du modèle du Big Bang, mais des modèles du Big Bang, parce qu'il y en a plusieurs. Et souvent, il y a des confusions même entre professionnels, parce qu'ils ne sont pas exactement sur la même version du modèle. Alors quand on veut construire un modèle, on va avoir 2 contraintes. La première chose, c'est prendre en compte les lois de la nature connues, vous voyez, c'est très simple. Et la deuxième chose, c'est reproduire les phénomènes astronomiques connus. Une petite phrase ici en Italie, c'est qu'il faut aussi construire un modèle d'univers. Certes, c'était la première étape, mais ensuite, il faut étudier ce qu'un observateur de cet univers-là observerait. Parce que nous observons l'univers depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur. Donc ça ne sert à rien de regarder le modèle depuis l'extérieur, il faut s'immerger dedans. Tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé de ces études qu'on avait faites sur savoir si nous vivions dans un univers fini. Eh bien, nous avions simulé des univers finis et pris le point de vue de l'observateur. Qu'est-ce qu'un observateur dans un tel univers verrait ? Parce que vous ne pouvez pas changer de position, vous ne pouvez pas sortir de votre univers pour voir à quoi il ressemble. Et cette question, souvent on l'oublie, c'est-à-dire que c'est une question difficile de modélisation qui se dit maintenant, j'ai fait cette construction, eh bien je dois me mettre du point de vue de l'observateur et voir si tout ce que j'observe est cohérent dans ce cadre-là. Alors le premier modèle cosmologique, je l'adore, mais je vais juste en passer 30 secondes, c'est celui-ci. Pourquoi j'adore ? Parce qu'il paraît bien naïf à beaucoup de gens, mais en fait c'est un très bon modèle. À l'époque où il a été fait, 9e siècle avant notre ère, eh bien on se rend compte que ce cosmos des Grecs est un très bon modèle parce qu'il regroupe plein de choses qui sont connues à cette époque-là, en particulier au niveau de la connaissance géographique, mais surtout, il fait quelque chose que beaucoup de modèles contemporains même ne font pas, c'est qu'il donne des prédictions et il est falsifiable puisqu'on vous explique que si vous étiez capable de monter dans l'Olympe, de jeter une enclume, eh bien il faudrait 9 jours pour que l'enclume arrive au sol et 9 jours ensuite pour qu'elle aille au Tartare. Donc on vous donne une façon de falsifier le modèle. Vous avez une expérience à faire, je ne dis pas qu'elle est facile à faire, mais au moins vous avez la possibilité, il y a une prédiction théorique. Donc toujours regarder ça, je pense que c'est très important, surtout aujourd'hui, je reviendrai à la fin de mon exposé, parce qu'il y a aussi actuellement une petite dérive pour redéfinir ce que l'on appelle une explication scientifique.
Alors la cosmologie a une certaine particularité, c'est que d'une part, on n'a qu'un seul univers observable. Alors ça va vous poser des limites. Ce n'est pas comme en physique où on peut reproduire une expérience. Nous observons l'univers, un seul univers, depuis une seule position de l'espace et du temps. Et ça veut dire qu'il y a certaines questions qui vont avoir de plus grandes imprécisions sur leur explication. Pour d'autres expériences, comme nous observons un volume d'espace qui est très grand, il va y avoir des phénomènes que l'on va observer plusieurs fois dans différentes zones de l'espace. Et donc on va utiliser finalement le fait que ce phénomène se produit plusieurs fois pour avoir une reproductibilité de ce que l'on explique. C'est le cas de ce qu'a montré Alain, ces fluctuations du CMB, on ne voit qu'un seul ciel. Mais pour les petites échelles, en fait, ces modes-là, il y a énormément de modes indépendants, donc on est capable finalement de retrouver une notion de reproductibilité. Ça veut aussi dire, comme nous voyons l'univers, que l'univers change, que cette explication scientifique a une dimension historique. Et ça veut aussi dire que quand je vais faire ma démarche scientifique, je dois bien faire attention à la façon, à la logique que je vais utiliser. En mathématiques, vous utilisez souvent la déduction, vous posez des axiomes, vous utilisez la logique pure pour en déduire un résultat. On peut le faire en mathématiques, on peut le faire en physique fondamentale. Vous avez souvent l'induction vient de l'observation, vous voyez un phénomène qui se répète de nombreuses fois, le soleil se lève, le soleil se lève, le soleil se lève, les gens déduisent que le soleil se lève tous les jours. Mais vous n'avez jamais de preuve tant que vous n'avez pas une théorie qui vous explique pourquoi le soleil se lève et donc de la dynamique du système solaire que le soleil va se lever tous les jours. Alors en cosmologie, on va utiliser une autre forme de démarche qui est l'abduction, c'est-à-dire qu'on va observer l'univers, on va utiliser les lois de la nature qui sont validées dans un certain domaine et on va reconstruire une histoire. Et ce qui nous intéresse, c'est de déterminer l'histoire la plus probable qui est en accord avec toutes les observations possibles. Comme Alain l'a dit, c'est un point très important, ça veut dire que c'est une explication qui va permettre de mettre en accord des phénomènes physiques qui font intervenir de la physique différente à des moments différents. Si un jour on vient vous critiquer la matière noire ou autre chose et qu'on vous donne un modèle qui n'explique que ce fait, et que les gens ne prennent pas le soin d'expliquer tous les autres, c'est que quelque part, ils sont en train d'essayer de vous arnaquer. La force du modèle cosmologique, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il est vrai, mais sa force, c'est qu'il explique de nombreux phénomènes sur une échelle de temps, d'espace et d'énergie qui est énorme. Donc c'est la cohérence de tous ces faits-là. Et donc on voit que dans ces modèles-là, l'extrapolation est au cœur. C'est-à-dire qu'on va partir de la physique connue ici, validée dans le système solaire, qu'on va l'étendre et on va extrapoler. Et John Archibald Wheeler, qui est un très grand scientifique du XXe siècle, nous a expliqué que c'était ce qu'il fallait faire. Quand vous avez une théorie physique, il faut l'extrapoler. Il faut l'extrapoler jusque vos conclusions soient incompatibles avec l'expérience, dans ce cas-là vous avez une preuve que votre extrapolation est mauvaise et donc ça vous indique quelque chose, soit que vous arriviez à une incohérence interne entre différentes prédictions théoriques. Mais tant que vous n'arrivez pas à ce genre de contradiction avec l'expérience ou une contradiction interne, eh bien vous devez continuer à extrapoler, car ce sont ces lois-là qui vous disent quelle est la fabrique de l'univers, comme dirait David Deutsch. Alors, voilà, c'est mieux, ça marche comme ça. Alors, les hypothèses du modèle standard. Donc d'un côté, on va avoir la physique théorique, et puis de l'autre côté, on va avoir l'astrophysique. À partir de ça, on veut construire une représentation, donc il faut dire quelles sont les lois de la nature que nous utilisons pour faire notre modèle d'univers. Et il y a finalement deux grandes hypothèses. D'une part, le choix d'une théorie pour décrire la gravitation, c'est la théorie de la relativité générale. Cette théorie est une théorie qui n'a jamais été mise en défaut expérimentalement. Elle fêtera son centenaire au mois de novembre. Et aujourd'hui, il y a bien sûr de nombreuses thèses de cette théorie dans le système solaire et aux plus grandes échelles, et nous n'avons aucune indication de la nécessité d'étendre la théorie de la relativité générale. Même si d'un point de vue théorique, nous avons des raisons de douter de sa validité, mais fort probablement ces raisons qui sont liées à une version quantique de la gravitation sont dans des régimes qui ne sont pas pertinents pour la description de l'univers, du moins dans les phases suffisamment tardives de l'histoire de notre univers. Alors il faut parler de la matière. La matière que nous allons décrire, c'est celle du modèle standard de la physique des particules. Vous avez l'exposition sur le LHC à côté avec son fameux boson de Higgs. Et donc c'est le modèle standard de la physique des particules qui est basé sur trois interactions, l'interaction électromagnétique et les deux interactions nucléaires, la faible et la forte. Et puis, cette nécessité, pour ajouter de la matière, j'ai mis en rouge, CDM, ça veut dire cold dark matter, c'est la fameuse matière noire, et on va revenir sur cet élément-là, puisqu'il n'est pas dans la physique fondamentale. Si on le découvre, ce sont des particules qui ne sont pas dans le modèle standard de la physique des particules, donc une indication de nouvelle physique, et la constante cosmologique.
Alors ça, c'est pas suffisant, parce que si vous écriviez ces théories-là, vous écrivez vos équations, et vous voulez les résoudre, vous ne pouvez pas les résoudre. C'est des dizaines d'équations aux dérivées partielles, non linéaires, couplées, et je vous souhaite bonne chance. C'est techniquement impossible de résoudre ce genre d'équations. Donc il va falloir faire une description, comme je vous ai dit, on cherche un modèle qui soit suffisamment simple pour pouvoir être utilisé, et on va faire une description de l'univers à grande échelle, on va faire des hypothèses de symétrie, et on va imposer un principe qu'on va appeler le principe copernicien, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis ensuite, dans ces modèles-là, il reste certaines propriétés qui ne sont pas fixées, et c'est celle de la structure globale dont Jean-Pierre a mentionné, que Jean-Pierre a mentionné tout à l'heure, sur l'existence d'une possible topologie. Ce qui est important, c'est qu'il faut voir que ces trois hypothèses ne sont pas sur le même niveau. Les deux premières sont des hypothèses sur la physique fondamentale, la deuxième sur les solutions de ces théories physiques, et la troisième sur des propriétés de ces solutions. D'accord, mais toutes sont importantes quand on s'intéresse à savoir ce qu'un observateur voit dans cet univers. Alors, on veut simplifier nos équations pour pouvoir les résoudre. Alors comme je dis, voilà, si je voulais résoudre les équations d'Einstein dans leur plus grande généralité, j'aurais 10 équations aux dérivées partielles non linéaires. Alors ça c'est couplé en plus. Il n'y a aucun mathématicien qui sait résoudre ça. Même avec un ordinateur, c'est quelque chose de très compliqué. Et d'ailleurs, une des grandes difficultés, c'est que pour les résoudre, il faudrait aussi connaître le contenu en matière dans l'univers dans son ensemble et les conditions aux limites dans notre univers. Donc en principe, on n'est pas capable de résoudre ces équations. Alors au lieu de chercher quelle est la géométrie de notre univers, la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de notre univers. Et pour trouver une bonne approximation, il faut commencer par regarder autour de soi, et donc on va lever les yeux, et puis on va voir des choses comme ça. C'est la carte, alors je ne l'ai pas mise à jour, c'est pas plan, ça c'est WMAP, Alain tu ne m'en voudras pas. Donc c'est ce fond diffus cosmologique, ici c'est... À gauche, c'est une représentation de radiosource, c'est dans le livre dans les années 95 de Jim Peebles. Chaque point est une radiosource et chaque point est une direction du ciel. Là-bas, chaque point est une fluctuation de température et aussi une direction du ciel. Et on voit que statistiquement, eh bien, ces distributions de radiosources, ces distributions de température autour de nous semblent les mêmes quelle que soit la direction. On dit que c'est une distribution qui est isotrope, indépendamment de la direction d'observation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par construire des modèles, des solutions de la théorie de la relativité générale qui ont cette symétrie, qui sont isotropes, autour de nous. Puisque ça, c'est un fait observationnel que nous voyons. Je ne peux pas savoir si un observateur dans une autre galaxie aurait la même preuve de l'isotropie de l'univers autour de lui. Alors, on peut se dire, finalement, la chose est simple. Voici une distribution de points. Je suis en P, je suis l'observateur. Je regarde autour de moi. Si je vois une symétrie sphérique, ça veut dire que finalement, la matière est distribuée à symétrie sphérique autour de moi. Dans ce cas-là, l'univers a un centre. Et vous voyez qu'un observateur qui serait au point Q ne voit pas un univers à symétrie sphérique, mais à symétrie axiale. Il y a une direction privilégiée qui est celle du centre. Ça, c'est la première façon d'avoir une distribution de points qui est isotrope autour de vous. La deuxième, c'est de supposer que la distribution de la matière est aussi homogène, c'est-à-dire qu'il y a globalement, elle est équirépartie dans l'espace, et là vous voyez que chaque observateur, chaque point, a statistiquement une distribution qui est isotrope autour de lui. Donc on a deux modèles d'univers, et a priori, depuis une observation, depuis ici, on ne peut pas faire de différence entre ces deux hypothèses. Qu'on ne peut pas faire, c'est Einstein qui disait ça, quand vous ne savez pas, il faut ériger les choses en principe. Et donc on a appelé le principe copernicien le fait que nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. Et là vous voyez qu'il y a une grande pesanteur historique, comme Jean-Pierre l'a rappelé, ce passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, le fait de se rendre compte que notre système solaire n'est pas au centre de la galaxie, qu'il existait d'autres galaxies. Donc se supposer soi-même au centre est une très mauvaise idée. Et donc on va supposer que nous sommes des observateurs typiques, que finalement toutes les galaxies sont statistiquement constituées d'étoiles. Bien sûr, il y a différents types d'étoiles, mais dans ces étoiles, on sait qu'autour du moins dans notre galaxie, on sait qu'autour de ces étoiles, il y a souvent des planètes. Et donc, que les processus qui ont donné finalement des systèmes solaires comme le nôtre, et des processus biologiques comme le nôtre, ne sont pas liés à notre position au centre de l'univers. Et si on fait ces constructions de modèles, les modèles homogènes et isotropes qui ont été développés par Georges Lemaître et Alexandre Friedman, eh bien, une des conclusions, c'est que l'univers est en expansion. Moi, je préfère le dire en dilatation, parce que c'est pas vraiment en expansion, c'est, voilà, l'espace se dilate, et ça, comme l'a rappelé Jean-Pierre, c'est prouvé par la loi de Hubble. Et ce qui est important, c'est que cette loi d'évolution de l'univers, comme elle dérive des équations d'Einstein qui relient géométrie et matière, eh bien, en mesurant la façon dont l'univers se dilate, on arrive à avoir une connaissance de la matière contenue dans cet univers. Donc on va utiliser les lois de la relativité générale à l'envers. Alors, la première limitation qu'on va faire ça, c'est le fait que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière. Ça, c'est radical, vous voyez, cette phrase n'est pas fausse.
je ne sais pas qu'elle est juste non plus, mais elle n'est pas fausse. La lumière se déplace à la vitesse de la lumière, et c'est le cas de toutes les ondes électromagnétiques dans le vide, ce qui fait que quand vous regardez loin, il faut un certain temps pour que la lumière émise par cet objet vous parvienne. Donc si vous regardez une galaxie lointaine, vous la voyez dans votre passé. Et il y a un moment où ces galaxies sont suffisamment loin que leur lumière n'a pas eu le temps de vous arriver en les 13,81 maintenant, c'est ça 81 milliards d'années. Donc si elles sont plus loin que ça, vous ne pouvez pas voir ces galaxies. Potentiellement, vous pourrez les voir plus tard, c'est-à-dire qu'une galaxie qui est suffisamment loin, vous pourrez les voir plus tard. Alors ça, ce qui est important, c'est de se dire que ces objets-là, ce qui limite la zone de l'univers que l'on peut observer, c'est finalement ce fond diffus cosmologique, puisque dans un temps avant ce découplage, eh bien, l'univers était opaque et donc on ne peut pas voir plus loin. Donc Alain nous montrait finalement l'image la plus ancienne électromagnétique de l'univers. Si jamais, dans une décennie ou deux, nous sommes capables de maîtriser l'astrophysique gravitationnelle, l'astronomie gravitationnelle, eh bien peut-être nous observerons l'univers en ondes gravitationnelles et nous pourrons passer cette barrière qui est une barrière simplement électromagnétique. Donc nous n'observons qu'une petite partie de l'univers, et à partir de ça, nous voulons dire des choses sur l'univers dans son ensemble. Eh bien, c'est génial. Donc cette petite zone, on l'appelle l'univers observable. Donc il ne faut surtout pas confondre l'univers de l'univers observable. En général, l'univers est plus grand que l'univers observable, sauf dans certains de nos modèles où l'univers observable était plus petit que l'univers. Et parce qu'il, l'univers était plus petit que l'univers observable. Et c'est parce qu'il était plus petit que l'univers observable que ces modèles-là étaient testables, donc d'intérêt pour des scientifiques. Vous comprenez bien que si ces modèles topologiques sont plus grands que la taille de l'univers observable, eh bien il y a un moment où la taille de ces univers est suffisamment grande pour ne pas pouvoir être distingué d'un univers infini. La question de savoir si c'est fini ou infini retombe dans une question métaphysique ou philosophique, très intéressante à discuter avec vos camarades, mais clairement, on peut amener de preuves de qui a raison. Alors on peut mettre des chiffres, là on a donné plein, voilà, si vous aimez compter le nombre d'atomes dans l'univers observable, il y a des gens qui l'ont fait, moi ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà l'image de l'univers très schématisée que nous avons. Je n'ai pas mis mes chiffres à jour après ces milliards d'années, mais en gros nous sommes capables de remonter dans le passé, et plus nous remontons dans le passé, plus les lois de la nature que nous utilisons sont extrapolées dans des régimes qui sont de moins en moins sous contrôle. Alors ce qui est très intéressant, c'est que nous avons des observations jusqu'à cette fameuse nucléosynthèse primordiale, environ une seconde après le Big Bang. Et là, ce qui est important de voir, c'est que les régimes de température sont des 10 puissance 11 Kelvin, une centaine de mètres, et ça, c'est des énergies très faibles. Ça veut dire que pour comprendre ce que nous observons dans l'univers, la physique mise en jeu est de la physique à très basse énergie et qui est sous contrôle en laboratoire, en accélérateur. Donc il n'y a pas d'extrapolation de théorie, on n'utilise pas pour expliquer le fond diffus cosmologique, la nucléosynthèse primordiale, il n'y a pas de physique spéculative nécessaire. D'ailleurs, on peut même utiliser ces observations pour mettre des contraintes sur la déviation par rapport à la physique standard. Quand on va plus loin et qu'on se pose la question de l'origine de la matière avec la baryogénèse, de la phase d'inflation, alors là on va utiliser de la physique qui devient de plus en plus spéculative, et puis quand on va remonter encore, on peut avoir des idées qui sont des idées de multivers inspirées de théories de gravité quantique avec des dimensions supplémentaires, tout ce que vous voulez. Là c'est de la microphysique très spéculative. Mais c'est une extrapolation intéressante pour le théoricien parce que toutes ces structures apparaissent dans des modèles de gravité quantique pour lesquels pour l'instant nous n'avons aucune observation, mais que nous sommes en train finalement d'explorer. Donc il ne faut pas confondre ce que vous allez lire par exemple sur les univers branaires, les multivers, qui sont finalement des spéculations qui sont saines pour voir quelles pourraient en être leurs conséquences et éventuellement développer des tests observationnels, mais on ne peut pas affirmer que ça s'est passé comme ça. Voilà, alors c'est un bon modèle, alors ça c'est la loi de Hubble, Jean-Pierre l'a montré, donc on a pris la même représentation du papier de Hubble 1929, le décalage la distance en fonction du décalage spectral, les mesures de Hubble et celles que nous avons aujourd'hui, et on voit que ça nous permet d'avoir une contrainte sur la constante de Hubble, donc l'espace est bien en expansion, ça c'est une première chose. Alors ce modèle est extraordinaire parce que ce modèle explique aussi le fait, alors ça c'est le tableau de Mendeleïev avec tous les éléments atomiques, et bien le modèle cosmologique explique comment chacun de ces éléments a été formé et quand. On sait que les éléments les plus légers, hélium, deutérium, lithium-7, bore, beryllium, sont formés entre quelques secondes et quelques minutes après le Big Bang dans cet effet de nucléosynthèse primordiale. Donc on part simplement d'une soupe de neutrons et de protons, et ça suffit, vous partez de neutrons et de protons, et vous allez former ces éléments légers, et ensuite vous savez qu'avec les premières étoiles, et les étoiles de population 3, eh bien vous allez continuer à synthétiser des éléments plus lourds,
Ici, c'est le schéma du niveau de Hoyle pour la formation du carbone 12, qui est essentiel à la vie. Et on se rend compte que là, et bien sûr, il y a une sorte de réglage fin sur certaines constantes, et les gens se sont dit, bah, finalement, si on changeait la physique, peut-être qu'on ne produirait pas de carbone dans les étoiles. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer à ce niveau-là? Donc ça, c'est important parce qu'on comprend l'origine de la matière à partir de la diversité de la matière, à partir de la simplicité des briques éléments. Si l'espace n'était pas en expansion, on n'aurait pas ce genre de... On aurait peut-être d'autres processus pour synthétiser tous ces éléments, mais on n'aurait pas la même histoire. Alors Alain a dit que tout marchait bien. Je vous ferai quand même remarquer que ici, vous voyez, la courbe bleue est marquée lithium 7, et donc il y a Planck ici qui est comme ça, et vous voyez, il y a un désaccord entre l'observation et la prédiction théorique. Et ça, c'est peut-être pour moi le plus grand désaccord, le plus grand problème observationnel du modèle cosmologique actuel. C'est le problème du lithium 7. On ne comprend pas pourquoi, finalement, il y a si peu de lithium observé par rapport à ce qui est prédit par le modèle actuel. Alors le modèle, c'est aussi un bon modèle parce qu'il permet de comprendre pas simplement pourquoi il y a de la diversité de la matière, il nous permet de comprendre pourquoi il y a des structures, pourquoi il y a des galaxies, pourquoi ces galaxies s'arrangent en amas de galaxies, en filaments avec des grands vides. Et pour cela, il suffit de partir des conditions initiales de fluctuation données par le satellite Planck, et puis de faire marcher la dynamique gravitationnelle de la relativité générale. Et ça, vous avez vu sûrement des simulations numériques qui font cela. Et donc on peut vérifier la cohérence entre la prédiction théorique qui vient finalement de ces conditions initiales qui sont observées et d'une théorie de la gravitation qui est sous contrôle. Donc ça c'est bien, on comprend aussi l'origine des structures. Et puis ça veut dire qu'on a un certain nombre, l'existence de ce fonds cosmologique qui est isotrope dans toutes les mêmes directions, dans toutes les directions. Donc on voit que c'est un bon modèle. Et puis Alain va vous dire, en fait on mesure les paramètres, on les mesure avec une infime précision. Et bien sûr, là, ce modèle ne dit rien du Big Bang. Ce qu'il vous dit, c'est que l'univers émerge d'un état initial qui est chaud et dense, à l'équilibre thermodynamique, et que ça se refroidit sous l'effet de l'expansion. Et ça, c'est une conclusion robuste à tout ce que vous allez faire dans l'univers plus primordial. Comme Alain l'a dit, il faut expliquer pourquoi ces fluctuations. Et c'est là où on va commencer à complexifier le modèle, et on a des raisons théoriques de faire cela, en particulier en invoquant cette phase d'inflation. Alors, une chose qui est importante, c'est l'existence de ce qu'on appelle le secteur sombre, donc la matière noire et la constante cosmologique. Et j'ai un peu revenir là-dessus, parce qu'on a souvent lu des articles, même des livres, de collègues qui nous disent que tout ça, c'est pas tout à fait sain, parce que s'il y avait autant, 23%, 25%, alors c'est ça, bon, une vingtaine de pourcents de matière noire dans la composition totale de l'univers, et bien clairement, on ne voit pas 30% de matière noire autour de nous, et que ça veut dire que nous, on raconte un petit peu n'importe quoi. Je vais essayer de vous montrer quand même qu'il y a un ensemble de faisceaux d'indications de l'existence de cette matière. La première vient du fait que la gravitation est universelle. D'accord? La gravitation est universelle, comme disait Brassens, c'est la loi, je ne sais pas si vous vous rappelez la chanson. Et ça veut dire que tout type de matière est sujette à la gravitation, que ce soit la lumière, que ce soit la matière noire, que ce soit les baryons, que ce soit tout ce que vous voulez. Et en fait, on sait qu'en mécanique quantique, eh bien, le vide fluctue, il avait une énergie, et on peut estimer cette énergie, et on s'est rendu compte très très tôt, Wolfgang Pauli dans les années 20 s'est rendu compte que finalement, si on prenait la théorie quantique au sérieux jusqu'à, disons, à la valeur de la masse de l'électron, ce qui était correct, une borne inférieure de ce que l'on pouvait faire, eh bien, ça donnerait un univers qui devrait avoir un rayon de 31 km, pour un univers de type univers d'Einstein, donc un univers trop petit. Donc l'univers est vraiment très grand, et en fait aujourd'hui, ce n'est pas la masse de l'électron, c'est peut-être la masse de Planck, et donc l'univers, on n'arrive pas à comprendre que l'univers soit aussi grand. Ça va être un de mes grands problèmes. Alors, on peut se dire, ce n'est pas grave. Vous avez une contribution qui vient de la mécanique quantique, et puis en fait, vous pouvez toujours ajouter une vraie constante, et elles peuvent s'annuler. Alors, à quelle précision doivent-elles s'annuler? En fait, elles doivent s'annuler à la 120e décimale. Alors, comme on est là, à la découverte, donc j'ai supposé que la valeur de l'énergie du vide de la théorie quantique, c'était pi, d'accord, vous petit. Et comme vous connaissez pi à la 120e décimale, vous vous rendez compte qu'il faut ajuster pi à la 120e décimale pour pouvoir avoir exactement des observations, des prédictions qui sont compatibles avec les observations cosmologiques. Alors ça, c'est pas bon. La raison, c'est qu'en physique, on n'aime pas faire un ajustement fin des lois, parce que ici, il va falloir régler toutes les constantes de votre théorie pour que ça soit en accord à la 120e décimale. Ça, c'est ce qu'on appelle des réglages fins, et les physiciens n'aiment pas les réglages fins. Peut-être qu'ils ont tort, ça c'est une autre histoire, mais nous n'aimons pas les réglages fins. Alors, est-ce qu'on a pu se tromper? Alors pour ça, c'est développer, je vais vous résumer très rapidement des choses qu'on a fait depuis une dizaine d'années, c'est finalement, plutôt que de tester des modèles, testons les hypothèses.
Je vous ai rappelé les hypothèses au départ. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la validité de cette hypothèse? Et l'idée, c'est qu'en fait, si on n'aime pas la constante cosmologique, les gens vont venir avec des dizaines de modèles, j'en ai mis juste là quelques-uns, chacun pensant que son modèle est meilleur que le voisin. En fait, ils sont tous plus mauvais que la constante cosmologique. Il faut le savoir, ils sont tous plus mauvais. Ils sont plus mauvais pourquoi? Parce que déjà, ils sont plus complexes. Et surtout, ils ne résolvent pas le problème de la constante cosmologique. C'est-à-dire, on va vous dire, oui, au lieu d'un ajustement à la 120e décimale, il faut une annulation exacte. Mais en fait, personne n'est capable d'effectuer cette annulation exacte. Donc ces modèles, dont certains sont des modèles de gravitation modifiés, sont beaucoup plus mauvais que la théorie de la relativité générale et une constante cosmologique. Bon, c'est le centenaire de la relativité générale, donc je suis super orthodoxe, et puis c'était aussi pour... mais je pense que j'ai des bons arguments pour ça. Voilà, aucun de ces modèles ne résout les vrais problèmes, et les aspects quantiques de la relativité et la constante cosmologique. Donc en fait, on va essayer de voir si on peut rajouter des nouveaux degrés de liberté. Et là, oui, j'ai marqué erreur newtonienne. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que souvent, vous allez lire que les gens font soit de la nouvelle matière, soit de la gravitation modifiée. Ça, c'est dans une vision newtonienne du monde dans laquelle on distingue matière et force. Quand on fait de la théorie des champs, matière et force, finalement, sont tous liés à des champs. Et en fait, ce que nous dit cette constante cosmologique, c'est que s'il y a une physique et que ce n'est pas une nouvelle constante, il y a de toute façon des nouveaux champs dans le modèle standard de la physique des particules à prendre en compte. Ce qui est important, c'est de savoir quel type de champ, et surtout de savoir quelle est leur nature. Est-ce que c'est des spinors, des vecteurs, des champs scalaires, et comment ils couplent à la matière ordinaire. Quelle est la nature de ces nouvelles interactions à grande portée. Alors, tester la relativité générale, je vous ai parlé d'Eddington rapidement. En fait, il faut bien savoir ce qu'a fait Eddington, parce qu'on dit qu'il a vérifié la déflexion de la lumière, mais si vous mesurez juste la déflexion de la lumière, vous ne testez rien. Pour tester quelque chose, il faut comparer deux observations indépendantes étant donné une théorie. Et en fait, il se trouve que Eddington connaissait les lois de Kepler qui sont très bonnes dans le système solaire. Donc vous avez d'un côté une détermination de la masse du Soleil par la dynamique et d'autre part par les déflexions de la lumière. Et c'est en comparant ces deux mesures de la masse du Soleil par la déflexion de la lumière et la dynamique qu'on voit qu'il y a un accord. Alors ça a été fait dans le système solaire. On peut le généraliser aux échelles cosmologiques. C'est un truc qu'on avait proposé quand j'étais tout petit. Et l'idée, c'est d'utiliser les effets de lentilles gravitationnelles. Et donc, on peut mesurer la distribution de matière avec des catalogues de galaxies, mesurer le potentiel gravitationnel avec les effets de lentilles gravitationnelles, et se poser la question, est-ce que ces deux objets, ces deux quantités, le potentiel gravitationnel et la distribution de matière, sont en accord avec les prédictions de la relativité générale? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2001, quand on a soumis le papier, on nous a dit, mais vous ne mesurerez jamais ces effets de lentilles gravitationnelles. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même un des objectifs de la mission de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Euclide. Et quand on rajoute dessus la mesure des champs de vitesse, c'est possible, et bien on a trois observables qui permettent vraiment maintenant de commencer à tester la théorie de la relativité générale à des distances de plusieurs centaines de mégaparsecs. Bon, c'est très bien. Donc là, on peut se dire peut-être que la relativité générale, on va pouvoir savoir à quel point elle est une bonne théorie à ces échelles-là, typiquement à la taille de l'univers observable. L'autre point faible, c'est le principe copernicien. Je vous ai dit, ouais, je vais vous la faire courte là. 1 plus epsilon, à la 120e décimale. Alors, oui, je vous ai dit, on ne peut pas prouver le principe le fait que l'univers est homogène, c'est difficile parce que j'observe l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce que vous lisez dans les livres, même les miens. En janvier 2008, dans le livre de cosmologie, on dit, voilà, j'écris que, malheureusement, il faut toujours se relire, qu'on observe l'univers que depuis un point de l'espace et du temps, mais que Dieu entre nous. Le temps passe, d'accord? Il passe à la fameuse vitesse d'1 seconde par seconde, ce qui fait que si vous observez le même univers dans quelques années, vous ne l'observerez pas du même point de l'espace-temps, vous l'observerez d'un autre point. Donc en fait, l'image n'est pas celle-là, elle est celle-là à un instant donné, mais à l'échelle de 10 ans, vous observez l'univers, donc c'est deux cônes de lumière différents, et la même galaxie est vue finalement à deux décalages spectraux différents. Et là, vous pouvez vous poser la question de savoir, ah mais attendez, maintenant j'ai de l'information qui est aussi de type spatial, parce que j'ai deux cônes de lumière, j'ai une sorte de sandwich. Et bien ce qu'on peut montrer, et ce qu'on a montré avec George Ellis et Félix Clarkson, mes collègues d'Afrique du Sud, c'est qu'avec ces types d'observations, on peut contraindre la validité du principe copernicien. Alors il y a d'autres méthodes qui ont été développées depuis, ça c'était le premier test du principe copernicien, malheureusement on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas les observations. Pour le faire, il faut mettre des chiffres pour savoir qu'est-ce que vous voulez mesurer. En fait, le petit décalage spectral qu'on va avoir, c'est du 10-10 sur une échelle de 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. Ce qui est très bien, parce que quelque part, et le premier à avoir fait ce calcul, c'est Alan Sandel, il avait trouvé ce nombre-là, il a dit, c'est bien, ce que je fasse de la cosmologie aujourd'hui ou dans 10 ans, il va falloir aller toucher la 10e décimale pour changer mes observations.
Sauf qu'aujourd'hui, avec des ingénieurs de haute volée, eh bien, les gens sont arrivés avec un concept d'EELT, donc European Extremely Large Telescope, et un spectrographe qui s'appelle CODEX, donc sur un télescope d'une quarantaine de mètres de diamètre, pour lesquels on est capable d'avoir ces résolutions spectrales qui vous permettent d'aller chercher de 10 moins 10. Donc là, vous voyez, ça veut dire aussi que l'amélioration de la précision des observations vous permet de tester des choses que vous pensiez non testables avant. Donc encore ce jeu entre l'hypothèse et l'observation. Et puis bien plus. On peut tester plein de choses, on peut tester la gravité avec les grandes structures, avec les constantes de la nature, les ondes gravitationnelles, et ainsi de suite. La liste est longue. Donc les gens ont pris les choses au sérieux, c'est-à-dire que leur modèle marche très bien, et c'est problématique qu'un modèle aussi simple fonctionne si bien. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi ce modèle marche si bien? Et ça, c'est ce que des tests observationnels aujourd'hui permettent de faire. Alors je vais finir avec ça en guise de conclusion, c'est que Jean-Pierre a dit que je parlerais des univers multiples. En fait, je pourrais le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un vrai problème. Ce n'est pas un problème avec les observations. Le modèle tel qu'il est tout à fait en accord avec les observations. C'est quand on se pose deux grandes questions, qui sont les suivantes. C'est pourquoi l'univers est-il si grand? Ça, c'est le problème de la constante cosmologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pourquoi l'univers contient-il des objets macroscopiques, d'accord, des gros objets? Ça peut vous sembler naturel parce que nous-mêmes, nous sommes des gros objets. Les mammifères, c'est des gros objets, les planètes sont... Pourquoi est-ce que la physique permet l'existence de gros objets? Et puis l'autre problème, c'est la question de l'origine, puisque Alain il a dit l'univers a 13,81 milliards d'années. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passait il y a 13,82 milliards d'années? Vous lui avez demandé à Alain ça? Vous n'avez pas osé lui demander. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'origine. On a toujours des problèmes d'origine. Alors bien sûr, ça c'est une question limite, c'est une question que le modèle lui-même ne répond pas. Mais on pourrait essayer de développer un modèle qui est plus large, plus grand, qui permettrait d'aborder la question d'origine, et puis aussi qui permettrait de comprendre ces questions de naturalité, de savoir pourquoi l'univers est si grand, et pourquoi il existe des objets macroscopiques. Bon, alors comme je suis en retard, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous expliquerai.